Est-ce que la tendance migratoire de la ville de futur ne va pas accentuer les inégalités entre les différentes villes, enfin, les différents territoires, ville-ville et ville-campagne? Alors, c'est pas une question facile, hein. Ça dépend d'abord si on regarde à court terme ou à long terme. C'est-à-dire que euh, il y a plein d'effets compliqués sur les migrations et les inégalités. Et on a du mal à prendre tout ensemble. Par exemple, s'il y a des gens, ça dépend de qui part. On va regarder par exemple. Si on réfléchit sur les migrations entre le Mexique et les États-Unis, hein, donc il y a beaucoup de Mexicains qui vont aux États-Unis. Donc il y a un effet qui est que les Mexicains qui vont partir aux États-Unis, ça va appauvrir les villes mexicaines qui vont perdre des jeunes gens qui vont partir aux États-Unis. Donc ça peut accroître les inégalités avec les États-Unis. Donc ça, c'est un effet. En même temps, ce qui se passe, c'est que beaucoup de Mexicains qui vont aux États-Unis, il y en a un certain nombre qui vont revenir. Et quand ils sont partis, ils vont se former, ils vont travailler, et s'ils reviennent, ils auront plus de qualifications. Du coup, ça va permettre de développer aussi les villes mexicaines. Et puis ceux qui partent aux États-Unis, parfois, eh ben, ils vont garder des liens très étroits avec là où ils viennent, et ils vont envoyer de l'argent. Ils vont faire venir des petits cousins en stage, ils vont créer plein de réseaux. Donc ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les réseaux de migration, c'est pas des gens qui partent et basta. C'est des gens qui partent, qui gardent des liens, qui reviennent, qui circulent. Et du coup, les effets sur les inégalités, on a un peu de mal à les mesurer parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Selon la façon dont ça va se faire, ça va faire des choses très très différentes. Donc, si ce sont les gens les plus qualifiés, les plus formés qui partent, ça accentue les inégalités et ça désavantage le lieu de départ. Mais si c'est des circulations avec des va-et-vient, ça peut avoir des effets en fait positifs aussi dans le temps. Donc c'est ça qui est un peu compliqué à prendre en compte. Puis après, dans le pays d'arrivée, si les gens qui arrivent, ils sont pauvres au départ, ça accentue les inégalités. Il y aura plus de pauvres dans cette ville-là. Mais en même temps, au début, peut-être qu'ils sont pauvres, mais dans un certain nombre de villes, peut-être que petit à petit, ils vont avoir accès au marché du travail, ils vont gagner un peu d'argent, peut-être que leurs enfants vont avoir accès, et ça peut donner une dynamique de la ville, et ça peut plutôt diminuer les inégalités. Donc, il n'y a pas un effet automatique, hein. Ça va dépendre aussi de comment va fonctionner la police, de qui va payer les impôts ou pas, de ce qui a accès à des écoles ou pas. En fait, ça va dépendre des conditions des deux côtés. Mais la tendance de fond, c'est quand même qu'il y a trop de gens il y a trop de pays qui ne sont pas assez développés, donc c'est des gens qualifiés, et ceux qui vont partir, ça va accentuer la pauvreté des pays de départ. Ça, c'est la tendance de fond. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir de plus en plus de gens qui font de l'aller et des retours. Et quand vous avez de l'aller-retour, après, il y a plein de trucs un peu compliqués qui se passent. Donc c'est un risque, ça a produit ces effets d'inégalité très fortement, et là où le risque est le plus terrible, c'est quand, dans certains pays, ce sont les gens les plus qualifiés qui partent, par exemple. Si on forme des infirmières ou des médecins, et ça coûte cher pour un État de former des infirmières et des médecins, et que ces gens-là vont ensuite travailler en Angleterre, en France, aux États-Unis, c'est terrible. C'est-à-dire que l'État, le pays, investit de l'argent sur ces jeunes, ils sont qualifiés, et après ils vont travailler ailleurs. Et là, il y a un très fort effet d'inégalité lorsque les plus qualifiés quittent leur pays pour aller ailleurs. Là, c'est terrible pour ces pays. Donc là, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Mais voilà, ça c'est il y a un vrai effet important. Lorsqu'il y a des allers-retours, ça devient plus intéressant et plus compliqué, et c'est plus compliqué à mesurer, et les évolutions de moyen terme sont un peu plus compliquées à mesurer. Donc il y a toujours une dynamique d'égalité au départ. Quand il y a un phénomène dynamique, ça crée toujours des inégalités. Mais c'est pas toujours grave. La question c'est comment ça évolue après. Et si après il y a des choses qui se passent, parfois ça peut permettre parfois de réduire les inégalités. Mais aujourd'hui, trop souvent, on a ce mécanisme dont j'ai parlé. Euh, il ne faut pas oublier que parfois, lorsque ce sont des gens qui ont peu d'opportunités dans leur pays, de partir, ça permet d'accumuler des ressources, ou de l'argent, ou de la formation, et d'investir pour ses enfants. C'est souvent ça aussi la logique de la migration. Et du coup, ça peut réduire les inégalités pour certains groupes qui sont partis. Et quand ils vont rentrer dans leur pays, ils auront beaucoup gagné en ressources, et il peut y avoir un effet de redistribution. Donc, ce qui est important, c'est comment c'est des circulations de plus en plus. Donc les inégalités, c'est dynamique. Il faut toujours penser qu'il y a un moment donné, puis après, il y a comment ça change dans le temps. Et aujourd'hui, trop souvent, bien sûr, ces migrations créent des inégalités. D'accord. Et est-ce que le concept de ville durable s'applique aussi aux pays en développement? Alors, ce qui est important, bien sûr, évidemment, et je vais dire encore plus, il devrait encore plus s'appliquer. Parce qu'il y a encore plus de marge de manœuvre pour faire des transformations assez radicales de ce côté-là.
et surtout que dans les pays en développement, on ne copie pas les plus mauvais modèles qu'on a vus, qu'on voit parfois en Chine aujourd'hui, ou qu'on voit en Europe occidentale, aux États-Unis, où en termes de consommation de ressources, notamment d'eau, d'électricité ou de recyclage de développement durable, il y a des situations catastrophiques et qui ne sont pas durables, qui ne seront pas durables. C'est un peu les photos que j'ai montrées tout à l'heure, dans certains cas. Donc clairement, évidemment, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire, les villes dans des pays en développement, elles sont très nombreuses, il y a des marges de manœuvre extrêmement fortes, et c'est maintenant qu'il faut agir massivement sur ces questions de vie durable, parce que il y a des taux de croissance importants, il y a des capacités à développer des modèles qui ne seront pas, si on laisse faire les modèles qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis, les consommations de ressources vont être totalement impossibles. Donc c'est un enjeu, et plus il y a d'habitants, plus c'est un enjeu important. Par exemple, c'est un enjeu énorme au Nigeria, qui est en pleine croissance, c'est un enjeu énorme en Inde. On a quand même 400 millions de pauvres en Inde. Donc ça veut dire que réfléchir sur ces questions de durabilité, c'est fondamental, parce que si, imaginons que l'Inde se développe et que ces 400 millions, un jour ils aient tous une voiture, vous voyez, c'est catastrophique pour la pollution de l'air. Donc il y a vraiment des modèles qu'on peut, et moi je pense même, et je pense que c'est déjà ce qui est en train de se passer, c'est qu'une partie des nouvelles politiques ou des initiatives ou des manières de penser le développement durable sont parfois beaucoup plus avancées dans les villes de pays en développement qu'elles ne le sont aux États-Unis ou en Europe. Et on voit que une partie des nouvelles bonnes idées pour faire des choses intéressantes, moi je travaille beaucoup sur le Mexique au São Paulo par exemple, il y a beaucoup d'initiatives qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on peut voir à Londres ou dans des villes américaines. Donc aujourd'hui, il faut bien penser qu'une partie de ces nouvelles solutions, une partie de ces idées, une partie de la manière de penser des équipements, des technologies, des politiques publiques, l'organisation de la vie des citoyens, c'est expérimenté et ça devient beaucoup plus intéressant dans ces villes-là que dans les villes occidentales. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, c'est déjà en train de se faire. Donc il faut sortir de l'image que les nouvelles technologies et les recettes sur le développement durable, elles sont expérimentées dans les villes de l'Ouest et aux États-Unis, et puis après on les mettra ailleurs. C'est pas vrai. Ce qui est déjà en train de se faire, c'est qu'une partie des choses les plus intéressantes qui sont innovées, elles sont faites dans des villes, dans les pays en développement. Mais du coup, c'est pas trop tard pour les pays déjà développés? Eh ben, c'est une bonne question, ça. Il va falloir que certains d'entre nous se bougent assez rapidement. Je pense que la situation à moyen terme des villes américaines, notamment, va être très très compliquée en termes de gestion de l'eau, en termes de gestion des déchets, en termes d'énergie. On voit des choses très 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 inquiétantes sur la moyenne durée. Il y a un risque très important environnemental pour une partie des villes américaines, et la consommation énergétique aux États-Unis est dramatique. La production de déchets est dramatique. Mais c'est vrai aussi, une partie des villes les plus développées aujourd'hui, c'est vrai aussi en Chine. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Chine, où la Chine avait un modèle de développement de ville qui ne prenait absolument pas en compte le développement durable, et qui aujourd'hui va très très vite pour développer des nouvelles solutions, expérimenter et changer complètement et commencer à travailler. Ils ont beaucoup de travail à faire, ils viennent de loin, mais ils vont très très vite pour explorer de nouvelles solutions. On voit aussi beaucoup d'expérimentations qui sont dans les villes africaines, et on va voir ce que ça va donner. Il y a un potentiel énorme pour inventer, pour développer des choses. Les villes d'Amérique latine aujourd'hui sont en train de faire beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui. C'est un peu lent, mais c'est en train de se faire. Donc, je pense que c'est en train de se faire, et du coup, je suis un peu comme vous, je pense que certaines des villes les plus développées vont avoir des soucis à se faire en termes sur ces évolutions. D'accord, merci. Moi, je voulais vous demander quels seraient les futurs métiers qui répondraient aux besoins des villes durables. Ça, c'est une bonne question. Et oui, comme je vous expliquais, je m'occupe d'une école urbaine. Je suis obsédé par cette question. J'essaie de penser en permanence là-dessus. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, d'abord, on voit qu'il y a vraiment plein de nouveaux métiers qui sont en train de se développer. Alors, ce qui est intéressant sur ces métiers urbains, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le domaine urbain, beaucoup de gens vont faire plusieurs métiers et vont souvent... Moi, mes étudiants, par exemple, beaucoup vont travailler un moment en France, mais un moment à l'étranger. Puis après, ils vont bouger. Il y en a beaucoup qui vont travailler un moment dans les associations, un moment pour le secteur public, un moment pour les entreprises privées, un moment pour les associations. Donc d'abord, il faut comprendre que c'est des métiers où les gens bougent beaucoup. C'est souvent des métiers où on peut faire des choses très différentes. Dans le développement durable, il y a énormément de métiers qui sont en train de se développer. Par exemple, on voit aujourd'hui qu'on a un secteur qui est en train de se développer, c'est la gestion de la prévention des risques. Donc on voit bien que dans beaucoup de villes, il faut réfléchir au prochain tremblement de terre, à la crue, vous avez vu avec la Seine récemment, ou bien sur les questions énergétiques, ou bien sur les questions de pollution, ou bien sur les questions de sécurité. Une ville, c'est plein de gens concentrés, donc il y a plein de risques. Donc il y a de plus en plus la prise en compte de certains risques dans
la création de l'espace public, de politique de l'eau, d'approvisionnement d'énergie, de gestion de la sécurité. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont un peu prévention des risques, qui est une façon de penser ces questions de développement durable. Ensuite, il y a plein de métiers pour réfléchir, par exemple, aux nouveaux matériaux qui vont permettre de faire des villes. Par exemple, vous avez une grande entreprise qui s'appelle Saint-Gobain, qui fait plein de matériaux en intégrant ces variables environnementales pour lutter. Vous avez des matériaux qui vont absorber la pollution, par exemple. Donc, il y a plein de métiers scientifiques, mais qui vont se faire avec des gens de sciences sociales, pour réfléchir aux usages de la ville et pour prendre en compte ces questions de développement durable, y compris de construire, d'essayer de réfléchir à des matériaux qui soient très avancés technologiquement, mais qui ne soient pas chers du tout, pour pouvoir construire des villes pour les gens qui ont un peu moins d'argent. Donc il y a tout un investissement en Afrique, et à la fois des Chinois et des Français et d'autres, pour penser plein de matériaux, penser plein de nouvelles façons d'organiser la ville, penser la mobilité. Donc il y a énormément de métiers qui sont en train de se développer, et souvent qui sont à l'interface entre des questions technologiques, c'est-à-dire qu'il y a tout un investissement, par exemple les smart cities, c'est un terme que j'aime pas du tout, et en utilisant du numérique et des technologies pour organiser les services de la ville, et dépenser moins d'énergie, moins d'eau, et penser le développement durable, mais à l'interface avec les usages, et penser les mobilités, qui a accès à quoi, comment on joue avec le logement informel, comment on construit de nouveaux types de logements, comment on pense l'utilisation des bâtiments, comment on pense le recyclage de certains quartiers ou la rénovation urbaine. Donc il y a plein de métiers qui sont en train de... En fait, j'ai envie de dire que la plupart des métiers de l'urbain, aujourd'hui, commencent à intégrer une dimension durable. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des métiers spécifiques de développement durable, et dans toutes les villes, par exemple, vous avez maintenant des fonctionnaires, des gens de service public qui se spécialisent sur la question du développement durable. Mais dans plein d'autres métiers et dans plein d'autres activités urbaines, il y a des gens qui vont prendre un bout de développement durable. Et de toute façon, par exemple, dans mon école urbaine, tout le monde apprend des choses sur le développement durable. Parce que quel que soit leur métier, à un moment donné, il va falloir jouer avec ça. Donc c'est à la fois des choses que tout le monde doit prendre en compte, et de l'autre, il y a des métiers spécifiques, à la fois dans les associations, à la fois dans tous les secteurs, et on voit des métiers qui émergent et qui de plus en plus combinent, je trouve, des choses technologiques avec des histoires de sociologie ou de sciences politiques, et de comprendre à la fois l'action publique, la régulation politique, les inégalités d'un côté, et de l'autre, des dimensions technologiques.